Au cinéma comme ailleurs, tout n'est qu'une question de point de vue. Selon où il va se placer, il peut alors faire basculer un film du miracle à l'abject, de la réussite à l'échec, là où le metteur en scène va poser sa caméra, ou plutôt à travers quel regard il va l'associer, pourra en conséquence, et avant même toute considération technique ou scénaristique, décider de l'intérêt ou non que l'on peut porter à un film. Lorsque Dominique Moll décide dans Dossier 137 de parler de la détresse de cette policière de l'IGPN, il détrousse la victime de ce flashball, de son regard à lui, de sa souffrance propre. Dans Nino, Pauline Loquez choisit le miraculeux regard de l'acteur canadien Théodore Pellerin et délaisse consciemment ceux de son entourage. Le point de vue, encore une fois, d'une mère qui se bat pour la garde de ses enfants face à un père violeur. Dans On vous croit, de Dufay et De Villers, un duo de réalisateurs belges, le père s'exprime mais son visage est toujours hors champ et déconsidéré. Le témoignage de la mère, lui, est plein champ. L'inverse aurait été évidemment insoutenable. La caméra et le point de vue ne sont que du côté de la mère. Mais ici, non plus, jamais, on est du côté du fils victime. Et ça, on pourra en parler tout à l'heure dans notre débat critique, dans une recherche peut-être de sensationnalisme. Bien évidemment, dans le remake de L'homme qui rétrécit de Yann Kounon, la réflexion méta de la position de l'homme dans l'univers se fera à travers un changement brutal de point de vue, du grand à l'infiniment petit. Nous aussi, avec Pascal ici, dans ce podcast Grand Angle, nous échangeons nos regards, nos points de vue, donc dans un désir certes de critique, mais aussi de relecture à travers nos chemins cinéphiles qui ont été construits pas à pas. Avec notre capacité aussi à lire des films et désormais à offrir non pas une généralisation, mais bien notre regard unique, le nôtre, personnel, sans jamais chercher à l'imposer ou à l'universaliser. Ce podcast est donc bien une confrontation de deux points de vue purement singuliers. Bienvenue dans ce 5e numéro de Grand Angle que, comme vous avez déjà remis l'habitude, on va commencer tout à l'heure par un face-à-face critique avec 5 films, dont je viens d'évoquer quelques-uns dans mon éditorial. Puis nous rejoindra ensuite notre invitée, qui est Vania Ayon, la directrice du festival Filmar, le festival latino-américain de Genève, avant de conclure avec nos traditionnels, désormais, coup de gueule et coup de cœur. Pascal, comment vas-tu pour ce 5e numéro ? Écoute, je vais très bien, nonobstant peu de fatigue, parce que c'est un mois terrifiant au niveau du dur, le mois de nombre novembre. de films à visionner. Moi, je sais Considérable. pas, on visionne du matin au soir. Considérable. À peu près. J'exagère un peu, mais à peine. Et puis avec la fatigue de fin d'année, c'est dur. Un peu. Puis les films ne sont pas toujours géniaux, mais enfin bon, ça on le sait. Alors, c'est parti, on va commencer tout de suite par notre face-à-face critique. On va parler donc d'un Robinson Crusoe dans la cave avec L'homme qui rétrécit de Yann Kounon, de Maladie et d'apesanteur avec Nino de Pauline Loquez, de Gros bras avec The Smashing Machine de Ben Savdi, de Blues Policier avec Dossier 137 de Dominique Moll, et l'on terminera donc avec Le combat d'une mère, On vous croit, donc du duo belge, j'en ai parlé tout à l'heure, Arnaud Dufesse et Charlotte De Villers. On commence donc directement avec le remake de Yann Kounon, L'homme qui rétrécit. Qu'est-ce que tu en as pensé, Pascal ? Alors, juste de rappeler donc, ça fait, comme tu l'as dit, le remake d'un film culte de science-fiction de 1957 qu'avait réalisé Jack Arnold, d'après un roman aussi célèbre de Richard Matheson. C'est l'histoire d'un homme qui est condamné à disparaître, à s'effacer, parce qu'il devient de plus en plus petit. Pour quel motif ? Alors, il aurait soi-disant, du moins dans le film d'origine, traversé une sorte de nuage radioactif. Bref, on ne sait pas trop, on ne s'attarde pas tellement sur ses origines, sur l'origine de cette mutation. Alors, j'ai trouvé que le film de Yann Kounon n'était pas déplaisant, mais qui reste à la surface de la cave. Il ne faut pas oublier qu'à la fin des années 50, le public est totalement fasciné par tout ce qui est super pouvoir, par les dérèglements magnétiques, par les mutations génétiques, toutes ces choses-là. C'est la naissance des super-héros à peu près à cette époque, c'est la démocratisation de la physique des quantas que le film tente d'illustrer. Et moi, j'aurais aimé que Yann Kounon il actualise un peu son histoire, qui se confronte avec le monde actuel, au lieu de copier-coller un film qui conserve son charme, mais voilà, qui ressemble finalement à... Le film ressemble trop à ces romans de la collection Anticipation qui m'arrive de lire avec assez de curiosité. J'aurais aimé qu'il explore plus aussi, par exemple, l'infiniment petit, qui tente de regarder ce qui se passe au niveau de la physique des particules. Parce qu'on est dans un monde où, désormais, on a découvert le boson de Higgs, ou le chaînon manquant de la physique des particules, et on continue dans le film à nous montrer Jean Dujardin, qui est aux prises avec une araignée géante. Exact. Alors, je trouve que c'est un peu sommaire, ça se laisse voir, mais pour moi, c'est insuffisant. C'est presque paresseux. Il fallait réactualiser ça, Absolument, quitte à réécrire le scénario, ou le repenser, ou le réactualiser au goût du jour. Je déteste pas le film, voilà, je trouve qu'il a ses limites. Et
Ouais, Voilà. alors moi je suis absolument d'accord avec toi. Je trouve que, et d'ailleurs ce sera un de mes éléments dans mon coup de gueule de tout à l'heure, c'est que je trouve que ce remake ne sert pas à grand chose. Il est figé, il est sclérosé. Il sert euh, à Jean Dujardin. qui est pas si mal dans le Ça va. film, qui se débat comme il peut. Mais hormis, en effet, il y a une forme d'évolution technique quand même. C'est un peu un film futuroscope, en gros. Ouais, C'est un ouais. film frisson, comme ça. Mais à part ça, il n'y a rien à sauver. Moi, j'aimerais en effet redire un mot sur. En fait, j'ai envie de parler du film de 57 de Jack Arnold. Et pour rappel, tu as fait pas mal de rappels, mais j'aimerais dire aussi que le budget avait été très limité pour ce film. Ça a été très compliqué de monter ce film. Et en fait, il y a une forme de poésie dans ce film. Et je trouve que la réflexion aussi sur la place de l'homme dans le monde, dans l'univers, est beaucoup plus présent, beaucoup plus fort dans le remake, pardon, le film de D'origine, 57, dans le film d'origine. Et c'est vrai que ouais, moi je trouve que là, ici, il y a je trouve que même la tension est moins forte. Le jeu de son est très intéressant, et hyper intéressant dans le film aussi. Là, il est un petit peu bafoué, on n'est pas trop mis en avant, passe je par-dessus. trouve, On passe passe par-dessus par-dessus. totalement. Donc je trouve que ce soit, hormis l'aspect technique, voilà, mais sinon que ce soit dans la réflexion de l'homme dans sa place dans l'univers, la ridiculité de la temporalité de la vie, aussi le fait qu'on abandonne notre regard à un monde qu'on ne sait plus voir, toutes ces grandes questions que illustre ce très beau film de 57 sont vraiment pas vraiment mis en image ici dans celui d'Yann Kounen. Donc, en fait, à quoi bon finalement? Moi, c'est la question que je me suis posée. À quoi bon refaire ce remake si ce n'est pour n'y amener absolument rien de nouveau? Ouais. Et pire, le faire de manière eh bien, moins forte, moins intense, avec moins de poésie, avec moins de spiritualité. Et je trouve que voilà, le lien entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, qui est vraiment la base du film, est encore une fois beaucoup plus fort dans le film de 57. Donc, Oui, parce qu'on je suis- découvrait, là on découvre plus. Là, Exact. Alors, je crois qu'il y a la scène du poisson rouge est nouvelle, je crois, la scène d'ascension aussi, mais il a je suis même pas rajouté. sûr. J'ai pas revu. Mais... Si, je suis sûr de moi là-dessus. Donc, il a rajouté une scène qui est pas si mal, mais à part ça, voilà, c'est comme un rajout finalement, mais il y a rien d'autre à en tirer. Donc, c'est vrai que je suis d'accord avec toi que le film n'amène rien de neuf. Donc, autant revoir celui de Jack Arnold de 57 à la limite. Ouais. Oui, ou de lire un bouquin qui parle de ça. Je veux dire. Ouais. On a l'impression que le monde n'a pas changé depuis 60 ans. En gros, Exact, avec Yann ouais. Kounen. Alors que Les questions sont les mêmes. c'est plutôt quelqu'un qui sait filmer le fantastique d'habitude, qui est plutôt à la pointe. Mais bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Rien d'autre. Le film Je est crois pas. sorti le 29 octobre. Il est déjà en salle en Suisse romande. On passe désormais à Nino de Pauline Loquès. Alors, le pitch: après un simple bilan médical de routine, Nino va apprendre brutalement la découverte d'une tumeur agressive dans sa gorge. La chimiothérapie doit commencer très rapidement, dès le lundi suivant. 3 jours après. 3 jours après, va s'engager alors à un long week-end d'anniversaire, d'ailleurs pour lui, loin de chez lui. Ça, c'est le petit élément. Il a oublié ses clés, il peut plus rentrer dans son appartement. Il va donc se retrouver chez sa mère. Il va se retrouver chez des amis parce qu'ils vont lui organiser un anniversaire surprise. Il va recroiser la route aussi d'une ancienne camarade d'école qui va réapparaître. Donc d'abord, ce Nino, il va être muré dans le silence et la sidération évidemment d'apprendre son cancer de la gorge, et puis il va entreprendre le chemin vers l'acceptation. À noter que le film était en effet en sélection à la Semaine de la critique cannoise cette année. Alors moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché, qui m'a bouleversé pour plusieurs raisons. Évidemment que la maladie écrase, abasourdit, peut affaisser lorsqu'on apprend ce cancer, lorsque Nino va apprendre ce cancer après, en effet, un examen vraiment de routine. Et je trouve que, j'en ai parlé dans mon éditorial, mais je trouve que l'interprétation du comédien Théodore Pellerin, donc canadien, est absolument bouleversante. Il prend le revers, en fait, de cette maladie. Je le trouve en apesanteur, je trouve dans une pudeur retournante, dans une forme vraiment élévatrice de jeu, très juste, très pudique dans sa manière d'être. Il n'y a pas de bonne manière d'apprendre la maladie. Il y en a qui vont hurler, qui vont crier, qui vont pleurer. Mais là, je le trouve extrêmement juste, où peu à peu... Et puis là, la métaphore, elle est toute trouvée. En effet, cancer de la gorge, etc. Donc, il a du mal à exprimer ses mots, etc. Et puis, peu à peu, c'est vraiment touchant la manière dont il va s'ouvrir à cette maladie, dont il va l'accepter petit à petit. Donc, ouais, moi, j'ai trouvé ça très beau. La petite remarque négative que je ferai du film, on peut en parler juste après, c'est tout l'aspect paternité.
je trouve que ça, ce côté-là de recherche de paternité, Avec ce la côté, copine d'école, tout voilà, ça. avec le Bon. sperme qu'il doit ramener, toute la question de la paternité avec l'enfant, etc. Moi, je trouve ça un peu accessoire et je trouve que ça colle pas vraiment avec le personnage de Nino. Je suis pas sûr qu'il se pose réellement cette question à 29 ans Il à ce s'en moment-là. fout. Il s'en fout. Bah voilà, et je trouve que ça parasite un peu le film, mais hormis ça, vraiment, moi je trouve que c'est un film qui m'a beaucoup touché. Il y a de la pudeur, il y a de la dureté, il y a cette voix qui s'éteint puis qui va ensuite s'élever petit à petit dans une forme non pas d'espoir, mais une forme de refus de fatalité à côté de l'amour de sa mère, de ses amis. Enfin, c'est un film, je trouve vraiment bouleversant. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je suis presque entièrement d'accord. Ok. Ça va pas C'est durer. bon signe. Non, ça va pas durer. Ah merde. Et pour moi, c'est surtout la révélation d'un acteur, ce Ouais. Théodore Pellerin, Ouais, qui a ouais. déjà tourné plus de 20 films pourtant, notamment on l'a vu dans La Dérive des continents de Lionel Bayer, Ok, où il était excellent déjà, je sais pas si tu l'avais vu. je l'ai pas vu, non. Et là, pour moi, il éclate, il est de tous les plans, je trouve qu'il traverse le film avec une souplesse complètement féline. Mm. Il est à la fois la victime d'une maladie terrible et injuste, mais il contient sa propre guérison en refusant de se laisser abattre. Bon, il y a différentes rencontres qui vont faire vont en sorte l'aider. que ça arrive, Mhm. qui vont l'aider. Mhm. Et il sert de lien à tous ceux qui croisent, sans que ça tombe jamais dans le sentimentalisme ou le convenu. C'est pas un film où il y a une histoire d'amour, une histoire de Non. famille qui commence à se développer. Il y a au mieux une histoire d'amitié qui prend corps. Ou peut-être une future histoire d'amour quand même avec Peut-être la une future fille, histoire d'amour. peut-être, Enfin, il y a- qui se dessine. C'est Mais c'est le domaine du peut-être. Ouais. Et pour moi, ça place ce personnage au-dessus du monde, alors qu'il ne prend pas des airs supérieurs Non. du tout. pudique. Ouais, totalement. Mhm. C'est l'intelligence pour moi aussi de la réalisatrice Pauline Loquès qui lui fait totalement confiance, et qui parvient à saisir sa grâce et surtout à éviter que le film parle d'un sujet, qui parle du cancer, de la guérison, ou pire, mettons de la résilience, je sais pas, un film qui devienne un film à sujet, un film à thèse. C'est pas un film qui a un programme à défendre. Il a juste une manière à exister. de montrer ce Nino, traverser l'espace, de capter quelque chose de l'air du temps, d'être en phase. C'est un film qui est en phase. Et ça, je trouve ça assez rare, les films en phase. En voilà un. Il faut vraiment aller le voir. Ouais, je suis d'accord. Et c'est le César du meilleur espoir, probablement. Probablement. Ouais, on verra. Nous avançons pas. Il y aura sans doute d'autres surprises à ce niveau-là. Et c'est sorti le 5 novembre. Le 29 octobre. Ou 5 novembre Tu as raison, 29 octobre. 29 c'est moi qui me octobre. trompe. Et à rappeler qu'il est également au City Club de Puy. Oui. Également, Nino. D'ailleurs, tous les films qui passent au Grutli sont en général aussi au Ciné Club de Puy. Exactement. Travaillent dans la main, les deux. Exactement. Mais pour rappel, voilà, Nino est aussi Les deux au ont une City excellente Club de Puy. programmation, ce qui fait que les Vaudois comme les Genevois ont de la Peuvent aller chance voir. de découvrir des films. Et pourront aller voir ce très beau Nino. Absolument. Pascal, on passe à The Smashing Machine de Ben Savdi. Qu'est-ce que t'en penses? Ça parle de quoi? Alors, le film nous fait remonter aux années 90, j'allais dire 90, aux années 90. Il reconstitue l'histoire d'un champion qui s'appelle Marc Kerr, champion du combat d'arts martiaux mixte. Il reconstitue son histoire et son ascension, mais aussi sa chute, puisqu'on va se concentrer sur les différentes addictions, aux antidouleurs notamment, qui vont avoir raison en somme de sa carrière. Alors, je ne vais pas détailler tout ça, mais pour jouer Marc Kerr, j'arrive pas à le prononcer, Ben Savdi a fait appel à The Rock, Dwayne Johnson. Et lui, c'est soi-disant l'atout du film. Enfin, du moins, je vais recontextualiser tout ça, parce que durant la Mostra de Venise, où le film figurait en compétition, tout le monde a salué la performance de l'acteur, au point que le mec se voit déjà aux Oscars, brandissant sa statuette en larmes pour remercier les producteurs de leur avoir fait enfin confiance. Alors moi, je trouve que, ok, il est bon, mais il est ni pire ni meilleur que d'habitude. Il est un peu meilleur, parce que le film est aussi un peu meilleur que ce qu'il fait d'habitude. C'est plus un corps qu'une gueule. Voilà, son seul atout, c'est d'avoir joué dans un film qui est plus solide que les nullités qu'il fait les nullités ou les blockbusters qui tournent d'habitude. Là, ça ressemble pas du tout à ces blockbusters décérébrés qu'il enchaîne depuis les années 2000 en se foutant complètement de ce qu'il fait. En dehors de cet aspect-là... Son plus beau film, c'était quand même Southland Tales de Richard Kelly. C'est toi qui le dis. Extraordinaire. C'est toi qui le dis. C'était je te laisse, je contrôle là-bas. Non, je ne vais pas. J'ai pas regardé la liste, donc je peux pas... Mais Southland Tales de Richard Kelly, c'est son top. Pour moi, c'est dit. On en reparlera. Mais en dehors de cet aspect revanchard, on me reconnaît enfin pour ce que je suis, que je trouve au pire énervant et au mieux comique.
Je trouve que la mise en scène est assez quelconque, vaguement au-dessus de son sujet, avec une sorte de suffisance non assumée. Il a gagné un prix de mise en scène Bah à ouais, je dis Venise, ça hein, justement Ben pour Savdi, hein. ça, parce que le cinéaste a décroché à Venise le lion d'argent de la meilleure réalisation. Ce qui me fait remarquer qu'il y avait une réalisation, je n'avais pas remarqué avant. Je suis Je suis un peu d'accord. méchant, mais je ne sais pas trop ce qu'a foutu Savdi. Peut-être il a confié ses plans à un assistant cadreur doué. Bref, je ne sais pas trop. Et encore une chose, il y a là-dedans, dans le film, il y a Emily Blunt, dans un rôle impossible de faire valoir. Elle sert strictement à rien. D'ailleurs, on la voit à peine, on la remarque à Cette peine. histoire de couple est Non, insupportable. insupportable. Ouais, ouais, Je sais pas pourquoi elle a accepté ça. Mm. Bon, voilà. Mm. Alors, je retiens évidemment The Rock qui est toujours en train. De péter les portes. Ah, non, il était Il en casse deux, je à crois, dans le Venise, il film. n'en pouvait plus les critiques Ah oui. positives. Il disait il aura l'Oscar, Ah ouais, bien basta. sûr, ouais. On va voir s'il aura On l'Oscar. le verra, c'est une possibilité, hein. Ça reste une possibilité. Mm. Est-ce que tu es d'accord avec moi d'ailleurs? Je te trouve un peu trop dur pour Oh. moi. Stéphane des Savdi. Bah ouais, parce que j'allais dire, moi je suis un grand fan des frères Safdie, donc Good Time, Uncut Gems, Mad Love in New York, 3 films que j'aime énormément. Donc en fait, moi j'étais impatient de voir ce qu'elle allait donner. J'étais impatient de voir ce qu'elle allait donner Ben sans Joshua, et pour moi en effet c'est un peu la douche froide. Je trouve que la folie de mise en scène, d'enivrement de ces autres films a disparu dans le consensuel. En effet, c'est une histoire américaine C'est un film Netflix. c'est une histoire américaine de rise and fall, absolument Ouais. bateau, baigné de stéréotypes. En effet, le couple, cette histoire de couple qui s'énerve, le drame, qui essaie de se suicider, etc. Ça n'a vraiment aucun sens, c'est vraiment pas terrible. Et je trouve que là où les Safdie livraient une vision américaine un peu souterraine, à la marge, new-yorkaise, un peu crasseuse, là on est vraiment à la surface. Ça se confond de facilité au niveau du scénario. Il y a 2 points que j'aime beaucoup, c'est la bande-son, qui est irréprochable, je trouve, et qui est permanente. La bande-son, je trouve géniale. La photo, que je trouve hyper soignée. Il y a quand même un sens du cadrage chez Safdie que je trouve relativement cohérent. C'est ce que je disais avant. Mais non, il y a une forme de dézoom sur les corps, sur les visages. Moi, je trouve que là, je te trouve un petit peu dur sur la mise en scène. De faire la mauvaise foi, là. Mais bon. Je comprends. Donc, c'est pour ça que je tempère un petit peu ton propos. Néanmoins, je reste complètement d'accord avec toi dans cette forme hyper consensuelle. Je sais pas, c'est un film typé festival, typé Oscar, mais qui n'amène vraiment pas grand-chose d'autre. Alors franchement, moi j'espère que Ben il va retrouver Joshua rapidement pour refaire un film à deux. Il a fait un film avec Timothée Chalamet, son frère. Ah, seul aussi? Oui. Ah non, c'est pas vrai, faut qu'il se retrouve. film où Chalamet paraît-il mérite Oscar, mais je déconne pas. Hein. D'accord. J'ai pas le titre sous le. Qui n'est pas encore sorti ici, Non, c'est ça, aux États-Unis peut-être, hein, c'est ça? Pas encore. Je crois que c'est prévu pour la fin de l'année. Tu as le titre? J'ai pas ça en tête. De tête, non. Donc a priori, c'est pas pour moi. Titre court. C'est pas pour moi maintenant, mais en tout cas, c'est vrai que moi j'ai hâte qu'il se retrouve parce que je trouve vraiment le film en effet baigné de. Il semble-t-il qu'ils divergent là. J'espère pas. Mon Dieu, parle pas de malheur. Bon, moi, ça m'en fout un peu. Ouais, Je m'en fous mais pas. moi, j'ai tellement aimé leur film ensemble que ça me fait un peu de peine. Sauf Uncut Games que j'aime pas du tout. Ah ouais, les restes, t'as bien aimé, ouais, les deux. Good Time. J'ai peur de me faire avoir, mais. Mais bon, écoute, moi j'ai été, comme toi, déçu, un peu douche froide. Je m'attendais à beaucoup, beaucoup mieux de Ben Savdi, d'autant plus qu'en effet, avec le prix qu'il a gagné à Venise. Voilà, c'est comme ça, c'est un peu foiré, c'est complètement anecdotique et on l'oubliera très vite, malheureusement. On risque de l'oublier très vite. Le film est sorti déjà le 5 novembre. Oui, c'est ça. On passe au film suivant avec Dossier 137 de Dominique Moll. Donc, un nouveau film de flic pour Dominique Moll après le surcoté, La Nuit du 12, clairement. Pas surcoté pour moi, mais Ok. bon, passons, on en Je est pas là. le glisse comme ça. Ouais, je m'y attendais. Enfin, je m'y attendais pas. J'ai Il se deviné. met cette fois du côté de l'IGPN avec le personnage de Stéphanie qui est interprété par Léa Drucker qui enquête sur une bavure policière en marge d'une manifestation des Gilets jaunes en 2018. Le film s'inspire de cas similaires d'agressions policières en France. Ici, c'est un jeune manifestant sans défense et ne faisant signe d'aucune hostilité qui reçoit une balle de LBD en plein visage et à bout portant. Le film suit donc exclusivement l'enquête du côté policier, donc de la police des polices, entre pression interne et externe sur l'équipe enquêtrice menée donc par Stéphanie. Léa Drucker, ouais. Léa Drucker, ouais. Alors, moi, le film ne m'intéresse pas beaucoup parce que ça rejoint exactement ce que j'ai dit dans mon éditorial. Le point de vue, lui, ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'on a une construction d'ailleurs du film qui est cohérent, scolaire. C'est un film dossier qui est bien foutu par Dominique Moll, ça, j'ai rien à dire là-dessus. Mais en fait, le film ne va s'intéresser que et quasiment exclusivement à cette pauvre Stéphanie, cette pauvre flic à l'IGPN qui subit des terribles pressions de ses collègues, des terribles pressions de sa famille. Mais c'est son choix. En fait, quand on est policier et qu'on décide de rentrer dans l'IGPN, on sait qu'on va faire face à ça, on sait qu'on va faire face à ce type de pression et évidemment que c'est purement logique qu'elle va subir ça. Donc moi, le fait d'être vraiment du côté de cette Stéphanie, de pauvre petite qui subit tant de problèmes, moi en fait ça ne m'intéresse pas, ce point de vue ne m'intéresse pas. Ce qui m'aurait intéressé, c'est
La victime, c'est ce qui se passe pour lui qui a été défiguré par cette balle de LBD, lui avec qui sa vie est foutue en l'air par cette bavure policière. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? C'est ce point de vue-là que j'aurais aimé avoir. La seule chose qu'on a, c'est une dernière image à la fin pour se donner bonne conscience de la part de Dominique Moll pour dire « Regardez, la victime est là ». Mais vraiment, moi, ça me manque de passer pendant 2 heures à côté de cette flic pour la voir souffrir des pauvres pressions. Comme je le disais tout à l'heure, tout le monde lui tourne le dos. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'aurait intéressé, c'est la victime et comment il se serait reconstruit après ce drame qui s'est passé. Donc malheureusement, moi, c'est un film qui ne m'intéresse pas parce que son point de vue ne m'intéresse pas. Voilà, je suis un peu radical, Oui. mais c'est vraiment ce que je pense et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en sortant du film à Cannes parce qu'en effet, il était en sélection officielle à Cannes. Compétition même. Compétition, Ouais. Bah, moi, c'est un peu l'inverse. La victime dans le film ne m'intéresse pas plus que ça et je suis ravi qu'on reste sur Stéphanie. D'autant plus, comme tu l'as dit, que c'est Léa Drucker qui la joue et qu'une fois de plus, elle est parfaite. On l'adore. Voilà, donc là aussi, forcément. Et je pense pas qu'on puisse juger le film pour ce qu'il n'est pas, mais au contraire pour ce qu'il est. Là, tu juges un peu le film pour ce qu'il n'est pas. Bah bon. Je sais. Ça, c'est. Mais j'assume. Pour moi, c'est une immersion dans l'IGPN. Et donc, l'intégralité du film, du dossier, est filtrée par cette Stéphanie et par Dominique Moll, qui du coup épouse son point de vue. Comme tu disais plus tôt, tout est une affaire de point de vue. Alors, ça, c'est vrai. Ce qui me manque un peu, c'est du mystère. Il y en avait dans La Nuit du 12, que je trouve pas du tout surcoté, je le précise. Ce que j'aime dans le cinéma policier, ce sont les questions sans réponse. Rien ne me passionne plus que les faits divers non élucidés, les histoires de faux coupables, de mystères. Là, on sait tout. Là, on sait tout. On sait tout. C'est pas d'ailleurs le propos. Là, de nouveau, je suis en train de décrire ce que le film n'est pas, au lieu de juger sur ce qu'il est. Mais enfin, moi, j'ai été avec Stéphanie tout le long. Je continue d'être avec elle parce que je n'ai pas une pauvre Stéphanie qui a des problèmes avec sa hiérarchie, avec sa famille, ses amis, qui fait limite une dépression. Je n'ai pas vu ça comme ça du tout. Tu as vu ça comment? Qu'est-ce que tu tires du film? Comment film une immersion dans l'IGPN, Ouais. ok, une enquête avec le point de vue de Stéphanie qui me convient parfaitement. Il doit y avoir des documentaires là-dessus, non? Il y a sans doute des documentaires, mais là, je suis dans une fiction et j'aime bien rester dans la fiction. Et donc, je trouve que Dominique Moll est un bon cinéaste. J'ai pas dit un génie, mais un bon cinéaste il a fait ses preuves avec d'autres films policiers, comme La Nuit du 12, comme un peu son précédent Seuls les bêtes, je crois, qui était aussi une histoire vaguement policière, passionnante aussi. Et ce sont des films qui ont pas mal tranché avec ce qu'il faisait à ses débuts. J'aime bien comme il a amorcé et réussi et bien négocié dans les films son policiers. virage. Dans les films de policiers. Ouais, absolument. Je continue à le défendre. Eh bien, pas moi. On n'avait pas compris. À la sortie, on a dit la date. Non. Il est plus tard, celui-là. Ouais, il sort plus tard. Je crois qu'il sort le 19 novembre. On a le 19 novembre, ouais. Et on attaque avec le dernier film. On vous croit. Oui. Oui, Je me sens. c'est le dernier. On vous croit de Arnaud Dufesse et Charlotte De Villers. Pascal, ça parle de quoi? T'en penses quoi? Alors, j'aime pas beaucoup le titre, mais ça, je ne l'avais pas noté, mais bon, peu importe. C'est en presque huis clos dans le bureau d'une juge d'instruction, avec au centre du huis clos une femme, Alice, qui doit se battre pour récupérer la garde de ses enfants et surtout les protéger de leur père, car il y a une accusation d'inceste dans l'air, enfin dans l'air, plus que dans l'air, dans le bureau. C'est un film qui repose sur un vrai dispositif, puisque j'ai lu que le segment central du film, qui dure environ 55 minutes, était tourné en un seul bloc. Ok. Alors, ça aurait pu basculer dans quelque chose de théâtral, dans quelque chose d'outré. Et dans ce sens-là, je trouve que l'actrice, elle ne m'aide pas à l'indulgence. Je trouve qu'elle explose, elle en fait un peu trop, au point que je n'ai pas toujours envie de la croire. Et qu'en cela, je me retrouve bien dans ce prétoire où tout est subjectif finalement, où on a l'impression d'un simulacre de justice qui peut souvent être assommant, mais là non. Et finalement, c'est aussi et d'abord un film sur la parole, un film cathartique qui prend tout son sens dans la société d'aujourd'hui. Côté mise en scène, c'est pas Bresson, mais les deux auteurs du film, tu as dit leur nom tout à l'heure, je ne me souviens plus. Dufesse et De Villers, voilà, ouais. Les Belges. C'est un couple, sauf erreur. Hein. Ça, je ne connais pas leur vie privée, Pascal, mais peut-être. Pour moi, il renoue avec une forme de naturalisme qu'on voit plus trop dans le cinéma, qui transite par une logorie incessante, par une logorie presque agressive, presque énervante d'ailleurs, qu'ils n'arrivent pas toujours à canaliser, mais c'est à la fois punchy et minimaliste, et c'est remarquablement tenu. Donc j'aime beaucoup. Et ça sort le 19 novembre.
aussi, Ouais, oui, je crois. moi je suis là pour le coup, je suis plutôt d'accord avec toi, surtout quand je trouve que l'actrice, donc Myriam Akediu, Ouais, c'est elle Alice. elle en fait qui est Alice, donc la maman, Ouais, elle en fait, je trouve, un peu trop, un peu too much. notamment dans l'ouverture, lorsqu'elle crie, quand elle est moi Hum, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit: «Ouh là Moi là, là, elle est en aussi, moi surjeu, elle est aussi. théâtralise» et je trouve que lorsque les choses s'apaisent et lorsque elle est en plein champ et qu'elle va Ça va réellement mieux, raconter ce qui s'est ça va passé, mieux. et là, la parole prend son Ouais, sens. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu peur du côté justement ouais, sensationnaliste, ouais. exagération, etc. Mais son témoignage, en effet, est poignant. Franchement, attrape au trip. Un discours du vrai aussi, la vérité, je trouve, face à aussi l'absurdité de la justice. Ouais, Avec le mec là qui a sa perruque, qui donne un jugement ouais. en 15 minutes, alors À qu'il peine. il les Il les connaît a jamais depuis, il vus. les a jamais vus. Donc ça n'a absolument aucun sens. C'est pour ça que L'absurdité. je parlais de simulacre. Exactement, l'absurdité aussi d'un homme qui a prétendument violé son fils et qui demande à la garde de la voir. Enfin, ça, on est dans une absurdité absolue. Et je trouve en effet que cette Alice, donc cette Myriam Akedu, à partir du moment où elle se pose, où les larmes d'ailleurs sont en train de naître petit à petit sur son visage, est absolument poignant. Et je trouve que là, le film prend tout son sens. Donc je pense que le film aurait mérité en effet d'édulcorer un petit peu son versant sensationnaliste, Mhm. un peu son versant dramatique pour être encore plus Ouais. fort. Mais néanmoins, c'est un très beau film, comme tu disais, sur la parole, sur la vérité, également sur la thématique hein, aussi de justice. Enfin, vraiment, moi, je trouve c'est très fort en incarnation également. Je trouve quand même que tu parles du titre que t'aimes pas, mais je trouve que ça Je en suis un prend peu- toute sa valeur à la Oui, fin quand absolument. même. Mais tant qu'on n'a Et pas vu le film, on se dit que c'est pas très engageant comme titre. je suis d'accord Voilà. avec toi, mais là où c'est beau, c'est que là, j'ai critiqué la justice en parlant de son absurdité. Néanmoins, cette phrase, elle va être sortie par la juge. Et c'est cette phrase Ouais, qui est la plus belle ouais. et la plus forte. C'est cette phrase qu'on doit dire aux enfants, qu'on doit dire aux victimes, qu'on doit dire aux personnes les plus fragiles. En priorité, c'est dire on vous croit avant toute chose. Et c'est le message du film qui est très beau, qui est très fort. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut absolument retenir. C'est qu'en effet, la victime, d'abord, on doit la croire. Et c'est en effet la force du film, la recherche de véracité et qui moi, m'a vraiment touché justement à cette fin où, en effet, cette juge va dire ça à ses enfants. Avec peu d'éléments, c'est un film qui a pas dû coûter cher, hein. Je pense Non, que c'est un film qui a dû coûter absolument. Mais presque qui autant que est notre podcast. J'en sais rien. même moins cher probablement. Parce que tu coûtes très cher, Pascal, hein. Bon, tu Très, très exagères. cher. Tes salaires sont, Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? sont terribles. Eh bien, on a fait le tour avec ces 5 films. Film, Alors, nous pouvons maintenant faire venir notre notre invité invité. du jour, donc la directrice du festival Filmart de Genève, Vania Ayon. Bienvenue. Bienvenue. Hello. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, Vania, comme je le disais, tu es donc la directrice du festival Filmart depuis 2017, le festival qui promeut le cinéma et la culture latino-américaine à Genève. Moi, personnellement, j'ai une relation très personnelle à l'Amérique du Sud, tu le sais, Pascal, parce Ouais. que je passe beaucoup, beaucoup de temps en Buenos Aires, en Argentine. Donc, je suis particulièrement heureux que tu sois ici et qu'on puisse parler de cet événement majeur culturel à Genève. Alors, avant de parler du festival, moi, j'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours d'abord personnel. Tu es d'origine chilienne. Tes parents ont fui le régime pinochetiste pour trouver refuge dans une ville pas anodine en termes de cinéma, Locarno, évidemment. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de vie, ta relation au Chili, comment le cinéma a pénétré petit à petit ta vie pour arriver où tu es aujourd'hui? Je rappelle aussi que tu es réalisatrice, tu as fait un moyen métrage, un documentaire en 2011, La Terre tremble. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de ton parcours? Oui, volontiers. Merci pour l'invitation. Euh, oui, effectivement, je nais à Locarno. Des fois, on ne choisit pas. Mais surtout, mais ma famille qui, effectivement, n'avait pas choisi de sortir de son pays sous la dictature de Pinochet. Donc, à ce moment-là, c'est un parcours où on propose aux gens quelques billets. On dit, bon, il y en a quelques-uns en Suède, il y en a quelques-uns en Allemagne. Et ça a été le Tessin, Locarno. Effectivement, une bonne étoile, Locarno, je pense. Ça a été aussi porteur, mais peut-être juste dans l'idée de ce qu'est Locarno en étant enfant et d'aller sur la Piazza Grande et de se dire waouh, qu'est-ce que c'est cette magie et qu'est-ce que c'est cette place, un des beaux cinémas du monde, j'imagine. Je ne les ai pas vus tous, mais je pense que c'en est un qui est Absolument. vraiment très très beau. Et ensuite, le parcours artistique, il est lié à une formation aux Beaux-Arts plutôt, et puis après une assistante en cinéma au même endroit. Parallèlement, j'ai toujours été une passionnée du cinéma, donc ce qui m'a amenée, comme vous et comme d'autres, à faire
d'autres emplois autour du cinéma, comme projectionniste pour pouvoir voir plus de films au moment de mes études, que j'ai pratiqué assez longtemps, comme aller dans d'autres festivals et effectivement aussi pratiquer le médium du cinéma pour raconter des histoires, un récit, une envie, un désir de cinéma. Et oui, c'est effectivement ça qui m'a amené à réaliser un moyen-métrage qui a un peu fonctionné en festival, qui a eu son petit retour et qui m'a permis aussi de voir quels étaient tous les enjeux que le cinéma porte finalement. Voilà, je dirais que c'est ça. Après, c'est vrai que la liaison avec la direction de Filmar en América Latina, c'était presque une évidence que c'était une belle place pour moi. Voilà, quand ça s'est présenté, je me suis dit, ah bah, voilà quelque chose que j'aimerais beaucoup réaliser et aussi avoir... c'est un peu une histoire de foi, de croire que finalement, il y a quelque chose qui vous appelle à un endroit et que vous vous dites, voilà, ça c'est pour moi et je pense que je peux relever le défi de le faire bien. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis 2017. Ouais, justement, j'ai une question par rapport au succès énorme du festival, d'une année à l'autre, les salles sont pleines, les gens y vont, les gens adorent ce festival. Et comment tu expliques que malgré le fait qu'il soit moins médiatisé que d'autres festivals ou que d'autres manifestations à Genève, qu'il y a un tel succès? Ouais, je pense que il y a quand même quelque chose de chaleureux autour de ça. Il y a quand même quelque chose d'un rassemblement. Alors, on fait comme tous les autres festivals, on rassemble les gens dans les salles de cinéma. On propose du cinéma qui est le même cinéma que tout le monde, c'est-à-dire faire croire des histoires, projeter quelque chose sur un écran et voir comment on reçoit les différents spectateurs. J'ai l'impression qu'il y a quand même une idée de rencontre qui est peut-être un peu plus chaleureuse chez Filmar, qui fait que quand on vous reçoit, on vous reçoit. Ça, c'est l'Amérique latine. Hein. On vous reçoit avec cette envie que vous soyez un peu exceptionnel, mais pas simplement parce que nous, c'est pour ceux lesquels on a été engagés, mais c'est plus que c'est un moment de rencontre spécial dans l'année. C'est-à-dire que ce que me disent les gens, et je les croise un peu n'importe où, ils me disent « Ah, on t'attend. On va rentrer dans l'hiver avec vous. » Ça marque chaque année. On se réjouit de rentrer dans l'hiver pour certains, un peu comme moi. Arriver aux fêtes de Noël, c'est pas ce qu'on préfère dans la vie. Il y en a d'autres que finalement ils adorent, et c'est très bien. Voilà. Mais nous, on se retrouve dans les salles de cinéma avec les cinéastes. Autre chose, je pense que c'est la proximité cinéaste et public. C'est-à-dire qu'effectivement, les cinéastes, du coup, ils jouent le jeu de se fondre avec la foule et du coup, les gens, ils peuvent facilement boire quelque chose avec le cinéaste, passer du temps, poser les questions qu'ils ont envie. C'est tout type de questions parce qu'on connaît les publics. Ça peut être de comment vous avez choisi telle personne. Voilà. Et donc, les cinéastes se prêtent au jeu. Je pense qu'au départ, quand ils arrivent, ils se disent qu'il va y avoir une grande industrie derrière. Souvent, ça m'arrive. Et puis ensuite, ils voient... des fois, ils sont déçus, des fois pas. Mais une fois qu'ils rentrent en salle, ils jouent le jeu. Parce qu'ils voient que les salles, en fait, finalement, elles sont assez pleines, que les gens, ils sont très friands d'être là, ils sont très contents. Et là, la magie un peu opère, Et moi, j'aimerais dire un mot. Moi, l'Argentin un peu de cœur. Je ne peux pas passer à côté de l'annonce. J'ai vu l'invité d'honneur de cette nouvelle édition, Albertina Cari. Moi, que j'avais découvert en 2017 avec Quatreros, je crois. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu... est-ce que tu peux nous parler d'elle un petit peu pour ceux qui ne la connaissent pas et un petit peu quel événement va être? Je crois qu'il y aura une conférence ouverte au public avec elle, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, Albertina Cari, nous, on commence à la suivre dès ses débuts. Elle commence avec Quatrero, La Rabia. Je pense que d'ailleurs, j'invite les gens à voir ses premiers films, qui sont des films où elle essaye beaucoup de forme dans son esthétisme, mais aussi dans ce qu'elle a à raconter. C'est quelqu'un qui est très engagé, c'est quelqu'un qui a la dent, qui a la rage. Qui a le feu. D'ailleurs, en fait, un de ses films s'appelle La Rabia et c'est, je pense, une de ses œuvres importantes dans sa trajectoire. C'est quelqu'un qui doute beaucoup, qui écrit aussi beaucoup, qui a été influencé parce que ses parents ont vécu la disparition au moment de la dictature en Argentine, mais c'est pas sa source majeure. Sa source majeure, c'est le médium cinéma et de comment elle arrive à retourner les choses. Donc, Quatrero, que vous avez vu, c'est des multi-images sur un écran avec une espèce de virtuosité sur une voix off qui est assez importante. Puis après, elle s'essaye un peu à l'expérimental. Maintenant, elle est dans une phase plus qui est liée à son identité,
aussi, qui est queer. Voilà, je pense que c'est différent dans sa période queer. Elle est plus liée au corps différent et au sexe, voire même à la pornographie un peu. Et c'est là où elle nous surprend. Après, avec elle, du coup, on va faire une masterclass à la Aide. C'est ça. Après, on fait une rencontre avec elle au cinéma des Spoutniks et elle vient de sortir un livre qui s'appelle Ciné Puro et on va faire une performance avec elle où elle performe Elle a écrit tout un texte de comment elle voit le cinéma aujourd'hui et voilà, et on fait une performance avec elle autour du cinéma et de ses paroles. J'aurais aimé, je passe du coq à l'âne, pardon, je vais y arriver, excusez-moi. À propos de la programmation, je voulais savoir quelle est ta politique. Parce que la plupart des festivals en Suisse, du moins, ils veulent des premières Suisses, des premières internationales, des premières ci, des premières ça. Ils sont un peu obsédés par ça. Je ne pense pas que ce soit le cas à Filmar, mais qu'en est-il exactement? Qu'en est-il? C'est qu'il est aussi difficile d'être complètement à côté des premières, aussi par rapport à un intérêt qui a un intérêt lié au monde médiatique aussi, dans lequel vous faites partie. C'est-à-dire qu'effectivement, on va parler des films qui vont sortir en salle et peut-être qu'on parlera pas des autres. Donc pour nous, quand même, ce qui est important, c'est d'en avoir certains. Il y a le Kleber Mendoza, non? Oui, le Kleber Mendoza qui arrive. Il y a un de Gabriel Mascaro, Les Voyages de Teresa. Agresti, un film d'Agresti, Alejandro Agresti, non? Non. C'est pas le premier, ça. Alejandro Modiganski. Ouais. Ok, oui, c'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Et oui, et donc ça, c'est important pour aussi dire qu'on a des choses en primeur. Mais c'est pas le fondamental, non. Je pense que c'est là où festival à économie moyenne peuvent se permettre en fait aussi cette idée qu'on fait des reprises, qu'on peut aussi proposer des reprises, que là on prend effectivement O Agente Secreto de Kleber Mendoza Filho, mais en même temps du coup on va reprendre le Walter Salles parce qu'on sait qu'il y a une correspondance entre les deux films et que c'est d'une année à l'autre, ça veut dire quelque chose que le Brésil se pose cette question-là avec Wagner Moura et avec... Donc voilà, on exploite un petit peu ce filon et après on est aussi... moi, j'aime à dire aussi qu'on programme avec l'idée que ça va à tous les publics. Moi, j'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée qu'on reprend El Jockey ou qu'on se dit que Adios Buenos Aires, ça va plaire parce qu'il y a des gens qui aiment le tango et un peu les vieux losers de tango. Et donc, les films de genre sur lesquels on sent que on les aime, c'est quand même c'est ça la base quand même de dire on les aime, on les reprend en se disant il y aura du public pour. Et je pense que ça, c'est une des clés de l'augmentation aussi du succès par rapport à ça. Ouais. Et puis, il y a cette nouvelle initiative, Premio Nuestra Voz, que j'ai vue parce que c'est vrai que moi, j'ai pas mal de connaissances qui ne parlent pas encore très bien français ici. Et j'ai vu que c'est des films qui vont être projetés gratuitement avec des sous-titres espagnols, c'est ça? Pour certains, Est-ce que, justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là, sur cette nouvelle initiative avec, je crois qu'il y a un prix qui sera remis du public ou quelque chose comme ça, c'est ça? Oui, mais c'est vrai qu'on est dans une Genève multiculturelle. Comme vous le savez, c'est aussi ça qui fait que nous tous, on habite dans cette ville qu'on aime beaucoup aussi pour ça. Je dirais que on s'est rendu compte, c'est qu'aussi une grande partie de la communauté latino-américaine, certaines fois, n'a quand même pas les moyens d'aller en salle. C'est une réalité. Et c'est une grande communauté, en fait, qu'on a à Genève. Donc, c'était aussi proposer des films gratuits et valoriser aussi ces films avec un regard des pays de l'Amérique latine qui regardent leurs propres films et qui disent « Moi, c'est ça, le film qui m'intéresse ». Et du coup, c'est pas nous étant ici qui disons « Ça, c'est les films que nous, on aime voir ». Donc, il y avait un espèce de renforcement de public qui nous paraissait intéressant et on va au bout de cette idée et on invite effectivement le public hispanophone et notamment migratoire à venir voir ces films et à faire un jury. Alors, tu citais juste avant El Jockey, le film qui est dans la programmation, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un mois et quelques, oui, tout à fait. Qui n'a pas énormément été remarqué. Est-ce qu'il y a l'idée aussi de donner une seconde chance à des films sortis comme ça il n'y a pas longtemps? Oui. Et c'est ça. Oui, je pense. Et puis en fait, souvent, vous voyez bien avec la quantité de films qui sortent en salle, avec la quantité de choses qui aussi sont proposées sur les plateformes. C'est difficile, certaines fois, les films, ils sont un peu... Ils sont passés à la trappe noyés entre 3 films, entre 4 films parce qu'ils ont peut-être des cinéastes qui sont peut-être un peu plus connus. Finalement, nous, les festivals, c'est de mettre en valeur le cinéma aussi qu'on n'arrive pas forcément à trop voir à certains moments. Et donc,
moi, je suis convaincue que, par exemple, ce film-là, il marchera très bien. Absolument. Parce que Nawel, il est très bien dedans. Il est formidable. Et puis, il y a une espèce de dérision. Et en fait... C'est surréaliste, juste... c'est fou. Ouais, c'est un peu fou. Et ça peut amener... Ouais, c'est une belle proposition. Ouais. Alors que la semaine où il est sorti, il était au milieu de 8 films, je ne sais plus ce qu'il y avait. Il a fait beaucoup parler de lui. Par contre, en Argentine, je sais que moi, on m'en parlait énormément. En revanche, ça a beaucoup fait parler. Ouais. Là, on parle donc de diffusion donc de cinéma d'Amérique latine en Europe, mais de mon expérience en Argentine, c'est absolument terrible la distribution des films. C'est-à-dire qu'il faut bien expliquer aux gens que nous, on voit plus facilement des films argentins ici en Europe que les Argentins eux-mêmes. C'est comme si on produisait des films, par exemple des films en Suisse, et qu'on ne peut pas voir les films en Suisse, par contre les Argentins le voient, et que nous, on ne peut pas les voir. C'est un petit peu ce qui se passe, et je voulais voir un petit peu ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu es en contact avec des gens de là-bas? Comment ça se passe? Comment tu vois aussi le futur qui est, je le sais, très difficile avec Milei en ce moment, avec l'Inca, oui, on a sucré beaucoup de budget, etc. Parce qu'en effet, le problème c'est beau c'est vrai de distribuer les films ici en Europe, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que là-bas aussi, la distribution est catastrophique et en fait, ils n'ont quasiment pas accès aux films indépendants, en fait. Ouais. Après, je dirais qu'en Europe, on vit toujours les choses avec un temps d'écart aussi. C'est-à-dire, si vous regardez la programmation et vous allez regarder, la majorité des films que j'ai, c'est d'Argentine cette année. Et donc, je pense qu'on va ressentir cette loi qu'a votée ce nouveau président Milei, qui vient d'être réélu pour un certain temps. Et donc, on va le ressentir plus dans les années qui viennent. Ça, c'est quelque chose qui va presque de soi, parce que l'économie, elle peut pas... L'économie qui était attribuée au cinéma, qui est un cinéma argentin, qui est quand même beaucoup influencé sur notre cinéma européen, en tout cas dans certains codes et dans certaines manières de jouer l'acteur ou de raconter nos histoires. Mais oui, mais ce que je vois aussi, c'est que... je suis en relation avec effectivement des collectifs de cinéma argentin comme Pampero Cine, ou des gens qui sont aussi toujours débrouillés pour s'inventer des économies et certaines fois être en dehors du marché. C'est le cas aussi d'Albertina Cari qu'on présente. Donc, c'est dramatique de toute façon, couper dans une loi du cinéma avec un cinéma si prolifique. Mais ça va être sûrement la réalité de d'autres pays à d'autres moments. Et du coup, je pense que les cinéastes, c'est plus dur pour les nouveaux cinéastes parce que là, il faut s'inventer quelque chose. Pour les gens qui ont déjà pratiqué beaucoup et qui sont un peu sûrs que cette voie, ça leur correspond, je dirais que quand même le désir de raconter les fait traverser quand même beaucoup de s'inventer des choses. Par exemple, Mariano Lines qui est du Pampero Cine, il va écrire Argentine 1985, qui va être un carton, et en même temps, il va aller dans beaucoup d'endroits. C'est aussi des gens qui s'endettent, ça, il faut savoir. Les cinéastes s'endettent pour faire leurs films. Ils pensent certaines fois récupérer leurs films une fois après, mais ils s'endettent. Moi, c'est aussi ça que j'entends, en tout cas, des connaissances que j'ai en Argentine. C'est des gens qui prennent des risques, prennent 150 000 francs à quelque part, ils se font un petit film, ils essayent et ils voient si ça revient. Ce qui était le cas du cinéma français, justement, de la nouvelle vague. C'était ça, souvent. Et donc, c'est ça qui est en train un peu de se passer. En tout cas, avec les personnes que je suis en relation, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Écoute, on va peut-être rappeler les dates. Ouais, exactement. Donc, le festival Filmart se déroulera donc du 14 au 23 novembre. Est-ce que pour conclure, il y a un événement tout particulier qui te tient à cœur, que tu aimerais parler? Je dirais qu'en fait, il y a plusieurs lieux. La Maison des Arts du Grutli, on fait une collaboration avec la Cité Bleue. On va commencer, on fait une projection, puis un récital. Je pense que c'est quelque chose qui va continuer aussi. Un nouvel espace qu'on est en train de développer, de s'engager, de faire de choses nouvelles. Donc regardez la programmation, tout est déjà là. Merci beaucoup. Et puis tu peux rester avec nous si tu veux pour nos coups de cœur et coups de gueule. Ça prend quelques minutes. Pascal, dis-moi tout. Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui te plaît? Dis-moi. Alors, mon coup de cœur. Cette semaine, c'est pas un film, mon coup de cœur. C'est une comédienne. Coup de cœur à Dominique Blanc. Parce que le 3 novembre dernier, elle a écrit à Emmanuel Macron pour rendre sa Légion d'honneur sous prétexte que Rachida Dati, qu'elle estime une personnalité politique confrontée à plusieurs affaires judiciaires, elle estime que Rachida Dati aurait dû faire preuve d'intégrité et se retirer après sa 3e ou plus nomination au ministère de la Culture.
elle l'a pas fait, et donc c'est une manière de protester en rendant ça à la Légion d'honneur. Je trouve ça formidable. Le problème, c'est pas que Dominique Blanc mérite ou non sa Légion d'honneur. J'ai vu des commentaires sur les réseaux qui disaient mais en quoi elle la méritait. Je suis désolé, mais c'est une comédienne qui a eu plusieurs Molières, qui a eu 4 Césars, c'est quand même pas rien. Et je trouve ce geste extrêmement classe et en même temps extrêmement simple. Et beaucoup devraient faire pareil d'ailleurs, parce que on rappelle quand même que dernièrement, Camille Cotin et Léa Drucker ont reçu la Légion d'honneur. Léa Drucker, j'ai rien à dire. Camille Cotin, bon. Étienne Dao et Jean-Louis Aubert aussi, ainsi que l'écrivain Marc Lévy. Gisèle Pellicot l'a reçu, ça me paraît indéniable. La chroniqueuse et humoriste Sophia Aram l'a reçu, mais bon, il y a eu aussi cette année Pharrell Williams, Sylvie Vartan, Véronique Sanson, Bruno Le Maire, Éric Dupond-Moretti et Marlène Schiappa. Okay. Ils ont tous reçu des Légions d'honneur cette année. À Dominique Blanc, pour moi, elle se situe désormais dans la liste des grands refus, qui inclut Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Aragon, Marie Curie, et plus récemment Marjane Satrapi et le metteur en scène Joël Pomera. Et je trouve ça extrêmement, extrêmement fort, parce que c'est des gestes finalement qui... Elle a pas de déclaration, elle n'a pas fait de déclaration à la télé, ou comme c'est très bien, formidable. Je l'applaudis, et de toute façon c'est une comédienne, de toute façon toujours bien, toujours formidable. Et voilà. Et donc, mon coup de gueule, en revanche, il va en film qu'on s'apprête à tourner. C'est l'adaptation du fait divers très, très médiatisé de l'assassinat du prof d'histoire géo Samuel Paty. Okay. On apprend qu'un film va être tiré de cette histoire et que c'est Jean-Paul Rouve qui va incarner le professeur. Alors, au-delà de l'obscénité du projet, moi, je trouve ça franchement obscène. J'ai pas besoin de développer pourquoi. C'est trop frais dans les mémoires. J'ai l'impression qu'il se rue dessus. L'absurdité du casting... Enfin, l'absurdité du film, l'absurdité du choix, pour moi, rejoint l'obscénité du reste. Pour moi, Jean-Paul Rouve, c'est les tuches. Pour le public, c'est les tuches. Même s'il n'a pas fait que ça. Non, mais bon. Et le film va s'appeler Le silence de Dieu. Est-ce qu'on commente? Non, on ne commente pas. Et j'imagine déjà... La pesanteur du projet. Un titre aussi ringard... Il s'inscrit pour moi dans une nébuleuse, au sens astrophysique du terme, de projets autour de ce genre de cette affaire. Parce que cette affaire va provoquer plein de documentaires. Il va y avoir un film réalisé, pas de documentaire, on n'en sait pas plus. Mais ce film-là va être réalisé par le Belge Stéphane Strocker, que je ne connais pas bien, mais qui a déjà fait 4 longs métrages. Et qu'on associe pour moi Samuel Paty et les tuches, et ça me révolte, ça m'énerve. C'est insupportable. C'est quoi la suite? Fanny Ardant, Gisèle Pellicot, Christian Clavier, Cédric Jubilard, on peut tout imaginer à partir de là. Donc voilà mon coup de gueule pour cette fois. Quels sont les tiens? Eh bien, de mon côté, je vais détourner un peu les coups de cœur pour parler de 2 films que j'ai bien aimés au GIF, qui d'ailleurs continue, qui se termine, je crois, bientôt là. Alors on enregistre les... mais oui, c'est terminé. Alors vous écoutez la famille. Est terminé. Et donc pour rester dans la thématique du Festival Filma, moi je veux parler d'un film argentin que j'ai vu de Amalia Ullman avec Loé Sevigny qui s'appelle Magic Farm. En fait, on est en campagne profonde à Argentine, d'ailleurs qu'on filme rarement, souvent ça se passe à Buenos Aires. GIF, 2 films de GIF que je vais parler. Donc, il y a les avions qui déversent du glyphosate sur les champs, et puis il y a une équipe de hipsters de New York qui débarque pour débusquer un peu la nouvelle tendance musicale improbable dans un petit village paumé d'Argentine. Et ce qui est beau, ce qui est fort chez ce film avec Amalia Ullman, c'est sa capacité à faire ressentir ce qu'est réellement l'Argentine, les Argentins, cet humour de l'absurde, une forme d'ironie unique, et puis l'attachement déconsidéré que peut avoir pour ce pays, comme en fait ce qui est très très beau, parce que je l'ai vécu aussi, c'est les larmes en fait. Quand on quitte l'Argentine, souvent c'est en larmes, on est triste. Et puis c'est exactement ce qu'est le film en fait. C'est ces hipsters de New York qui viennent qui sont dans un autre monde et qui rencontrent les gens d'Argentine et qui tombent complètement sous le charme de cette population, de cette humanité. Et puis en effet, l'image finale, c'est ça, c'est ces jeunes hipsters qui sont en larmes de quitter l'Argentine. Je trouve ça très beau et ça m'a beaucoup touché. Et le second film, c'est évidemment le magistral triptyque de Jim Jarmusch, Father, Mother, Brother, Sister, Lion d'or à Venise. Jarmusch, toujours au sommet pour moi, il transfigure le lien familial en passant de la comédie à la poésie romanesque, du poids de la parentalité à l'amour filial. Le film foisonne d'idées, de mise en scène. Jarmusch s'amuse, nous saisit, c'est d'une finesse vraiment royale, d'une intelligence époustouflante. C'est un vrai très grand film pour moi et j'ai pas peur de le dire. Pour une fois, le Lion d'or, pour moi, le Lion d'or est supérieur à la Palme d'or cette année, sans aucun doute pour moi avec ce film de Jarmusch.
Je n'ai pas réfléchi C'est à mon ça. ami. Je n'ai pas encore réfléchi à ça. Et en effet, le film sortira en Suisse romande le 7 janvier prochain. Oui, on en reparlera. On en reparlera. Côté coup de gueule, j'ai parcouru pour m'amuser les news cinéma. Voilà, on s'amuse ça. toujours. Hein, Alors, dans les news cinéma, j'ai vu Tron Ares, donc la suite, Batman 2, Scream 7, Conjuring, la suite, Océane 14, Chasse gardée 2, Social Network 2, Camelot 3, Déjà Avatar tourné, 3. Kaamelott 3. Donc, en fait, que des remakes, que des Des suites, suites, des suites. mais ce n'était que des infos sur des suites. Et c'est vrai qu'on s'interroge parfois sur le désamour des salles ou de la fréquentation en berne. Alors, on évoque la concurrence du streaming, la multiplicité des offres culturelles, le prix des places. Mais en fait, il faut aussi se tourner du côté un petit peu du marché du film, des producteurs qui vont choisir souvent des choix sécuritaires sur des suites pour ressasser un peu des gloires du passé. Ils croient ça rentable, parce que ce n'est pas toujours. Et ça ne l'est pas. Et en fait, ça l'est de moins en moins. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a un choix vraiment de protectionnisme comme ça, on va faire des suites, mais en fait, ça marche de moins en moins. Par exemple, les Marvel, ça trompe plus personne, c'est en train de bider de plus en plus. Comme mauvais les derniers en même temps. Ouais, et puis ça marche. En fait, on remarque que les suites ne marchent de moins en moins. Et ça, c'est une autre réflexion qui est à débat, mais que je cite comme ça. On critique souvent la multiplicité des plateformes, etc., comme quelque chose de débilisant, parce que c'est vrai que l'offre est souvent un peu médiocre. Mais en fait, je pense que peut-être que ça ouvre quand même le regard à beaucoup de gens, à une grande population, sur des films notamment étrangers. Et peut-être qu'en fait, la multiplicité des films, de l'offre, n'est pas en train de débiliser les gens, mais peut-être de leur ouvrir les yeux et peut-être ils se rendent compte que tout ce qu'on leur vend, toutes ces suites, eh bien en fait sont vraiment médiocres et ne marcheront peut-être de moins en moins. Donc en fait, moi, mon coup de gueule, c'est ça. J'en ai marre de toutes ces suites, de tous ces remakes. On en parlait de tout à l'heure du film de Yann Kounen qui envahissent les salles. D'accord, c'est pas le pire. Hein. Et c'est pas le pire. Non. Donc voilà, amis producteurs, on fonce plutôt vers les nouvelles idées et on délaisse un peu les suites qui n'en finissent plus. Il faut espérer aussi que sur les plateformes, ils fassent les bons choix parce qu'ils vont tous voir les trucs évidents et mainstream. Oui, mais après, c'est c'est à débattre. C'est à débattre débattre. entre est-ce que ça débilise, est-ce que ça plutôt ouvre les regards. Je sais pas. À débattre. En tout cas, voilà que s'achève le numéro 5 de Grand Angle. Donc pensez à nous suivre sur X, Instagram, YouTube, Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à partager vos commentaires. On est ouvert à tout. Allez-y. Encore un grand merci Vania pour ta venue et pour avoir répondu à toutes nos questions. C'est passionnant. Pascal, on se retrouve dans 15 jours. absolument. Et puis à très bientôt. Merci encore à bientôt, tous. au revoir. Merci à vous.